En Afrique du Sud, loin des projecteurs et des jeux diplomatiques habituels, le président Cyril Ramaphosa observait en secret la montée fulgurante du jeune capitaine burkinabé. Ce dernier, en quelques mois, avait bousculé les équilibres régionaux, mis à nu les tentacules de la France-Afrique et provoqué une onde de choc dans les cercles de pouvoir du monde occidental. Mais à Pretoria, ce n'était ni la peur ni le mépris qui animaient les discussions à huis clos. C'était un sentiment plus rare chez les chefs d'État africains, le respect. Ramaphosa avait vécu l'apartheid, la chute, la transition, la reconstruction. Il savait ce que signifiait résister. Mais il savait aussi qu'il fallait plus qu'un discours et une volonté pour briser des chaînes anciennes. L'Afrique du Sud était une puissance économique, mais diplomatiquement muselée par des alliances historiques et une prudence calculée. Cependant, quelque chose en Traoré l'intriguait. Ce capitaine parlait comme un vétéran. Il agissait comme un stratège formé dans les meilleurs cercles militaires. Pourtant, il venait d'un pays qu'on croyait marginalisé, exsangue, encerclé. Et il tenait tête à Paris, à Washington, à l'ONU, sans flancher. Un soir d'avril, dans son bureau capitonné, Ramaphosa fit venir son conseiller spécial en sécurité, Thabo Malangu. L'homme était discret, ancien membre des services secrets sud-africains. Il avait vu le monde s'écrouler et se reconstruire. Il avait connu Mandela, Zuma, Mbeki. Mais aucun président ne lui avait jamais parlé comme Ramaphosa ce soir-là. Il faut que je lui parle. Pas par l'intermédiaire de la CEDEAO. Pas par les voies classiques. Un message direct. Privé. Il faut qu'il sache qu'il n'est pas seul. Malangu haussa les sourcils. Vous parlez de Traoré. Ramaphosa acquiesça. Oui. Ce qu'il est en train de faire, c'est ce que beaucoup d'entre nous ont rêvé sans jamais oser. Mais il est seul, et ça, c'est dangereux. Trop dangereux. Pendant ce temps, à Ouagadougou, Traoré était confronté à une vague d'instabilité nouvelle. Des mercenaires infiltrés, des drones de surveillance non identifiés dans le ciel de Kaya, des mouvements suspects dans les chancelleries occidentales. L'état-major burkinabé avait intercepté une communication entre l'ambassade française au Togo et des éléments basés à Abidjan. Les mots étaient clairs. Le capitaine devient incontrôlable. Il faut activer la phase 2. Personne ne savait ce qu'était la phase 2, mais tous dans son entourage sentaient le souffle d'un piège imminent. C'est alors que le message arriva. Un simple papier glissé dans une mallette diplomatique, transféré par l'ambassade de Namibie, scellé par une encre spéciale. À l'intérieur, une note manuscrite, signée « CR ». Elle disait « Quand les lions s'endorment, les chacals dansent. Mais quand un jeune lion se lève, il ne doit jamais croire qu'il est seul dans la savane. » Traoré comprit instantanément. Il n'avait jamais rencontré Ramaphosa, mais le style était clair. C'était un message de soutien. Pas officiel. Pas compromettant. Mais clair. Le capitaine sourit légèrement. C'était la première fois depuis des semaines qu'il sentait une chaleur extérieure autre que celle de ses alliés russes ou maliens. Le Sud répondait. L'Afrique du Sud. Le géant silencieux. Dès le lendemain, il activa une ligne spéciale sécurisée via un satellite russe. La liaison devait passer par la base de Tartou, contourner les flux américains, et atteindre une station cryptée près de Johannesburg. 3 minutes plus tard, une voix grave se fit entendre. « Capitaine. Ici, Pretoria. Le président vous écoute. » Ce fut un échange bref. Puissant. Historique. Ramaphosa parla de Sankara. De Patrice Lumumba. De l'apartheid. Mais surtout, il parla d'un projet. Une vision. Un rêve commun que les puissances occidentales avaient longtemps enterré sous des piles de dettes, des accords opaques, et des missions de maintien de la dépendance. L'Afrique a trop longtemps négocié avec des gants pendant qu'on lui plante des poignards dans le dos. Il est temps de repenser nos alliances, de créer une entente qui n'a rien à demander à l'Europe. Traoré répondit d'un ton ferme. Ce que je fais, je ne le fais pas pour la gloire. Je veux juste que l'Afrique arrête de supplier. Que nos enfants puissent marcher sans avoir à lever les yeux vers Bruxelles ou Paris. Ramaphosa conclut l'appel par une promesse. Je vous enverrai un homme. Il s'appelle Sibusiso Mokoena. Il ne parlera pas beaucoup. Mais tout ce qu'il dira comptera. Faites-lui confiance comme à moi. Une semaine plus tard, un jet privé sud-africain atterrit discrètement à l'aéroport militaire de Ouagadougou. Aucune presse. Aucun bruit. À son bord, Sibusiso Mokoena, ancien stratège du renseignement sud-africain,
aujourd'hui conseiller fantôme du président. Il remit à Traoré un dossier classé ultra confidentiel. Projet Ubuntu. Un plan secret, préparé par un cercle restreint de hauts responsables sud-africains, visant à créer un axe de coopération militaire, économique et médiatique entre des nations africaines souveraines, hors influence occidentale. Le Burkina Faso était identifié comme pivot nord. Ce soir-là, autour d'un dîner sobre, Traoré et Mokona parlèrent longtemps. De l'Afrique. De ses plaies. De ses possibilités. Ils n'étaient pas dupes. Ils savaient que les représailles seraient féroces. Qu'on tenterait d'infiltrer, de corrompre, de discréditer. Mais un détail changeait tout. Il n'était plus seul. À Johannesburg, Ramaphosa regardait les informations internationales. Il savait que ces chancelleries seraient bientôt interrogées. Que Washington poserait des questions. Que Paris enverrait des émissaires. Mais il était prêt. Car l'Afrique du Sud n'était plus un simple spectateur. Elle était redevenue ce qu'elle avait été à l'époque de Mandela. Une voix libre. Et cette voix venait de tendre la main à Ouagadougou. À mesure que les jours passaient, le projet Ubuntu prenait forme dans l'ombre. À Ouagadougou, des réunions nocturnes s'organisaient sous haute surveillance, dans les sous-sols de la présidence. Traoré avait donné des ordres stricts, aucun téléphone, aucune liaison Internet, aucune présence non vérifiée. Le contenu du projet Ubuntu était explosif. Et s'il fuyait, les conséquences seraient irréversibles. Car cette alliance secrète allait bien au-delà d'un simple accord de coopération. C'était un acte de rébellion coordonné. Une déclaration silencieuse de guerre contre la dépendance néocoloniale. Sibusiso Mokona supervisait chaque détail. Il ne parlait jamais plus que nécessaire. Ancien maître espion reconverti en conseiller de l'ombre, il connaissait les méthodes d'infiltration occidentales, les manipulations médiatiques, les coups d'État silencieux. Il avait vu de ses propres yeux ce qu'ils avaient fait au Congo, en Libye, en Côte d'Ivoire. Il savait que la première attaque ne viendrait pas par les armes, mais par les réseaux d'influence, les ONG au visage humanitaire, les journalistes prétendument neutres, les diplomates qui souriaient trop. Traoré, lui, observait. Il écoutait. Il ne se précipitait pas. Il savait que dans ce combat, chaque décision pouvait être fatale. Mais une chose le hantait désormais, le silence de certains pays africains. Là où il attendait au moins une réaction de solidarité, il ne recevait que prudence, voire indifférence. Le Nigeria se murait dans une neutralité étrange. Le Ghana, d'habitude plus critique envers l'Occident, semblait tétanisé. Même le Mali, pourtant allié, restait prudent sur cette alliance naissante avec Pretoria. Cela inquiétait le capitaine. L'Afrique qu'il rêvait unie semblait encore hésitante. C'est alors que l'attaque arriva. Pas sur le plan militaire, mais sur le plan économique. Le FMI suspendit brutalement une ligne de Crédit Vital pour l'achat de carburant au Burkina. La France, de son côté, annonça qu'elle gelait tous ses projets de coopération civile avec Ouagadougou. Des organisations de défense des droits humains commencèrent à publier des rapports alarmants sur une prétendue montée de la répression au Burkina Faso. Des chaînes de télévision internationales déclaraient que Traoré glissait vers la dictature militaire. CNN, France 24, RFI, tous jouaient la même partition. L'objectif était clair, isoler le capitaine, créer le doute, puis préparer l'opinion à sa chute. Mais ce qu'ils ignoraient, c'est que Pretoria n'allait pas rester silencieuse. Dans une conférence de presse surprise, organisée au cœur du Parlement sud-africain, Ramaphosa fit une déclaration inattendue. L'Afrique du Sud réaffirme son engagement envers tous les peuples africains en lutte pour leur souveraineté. Aucun État africain ne devrait être puni pour avoir refusé l'assistanat éternel. Le message n'était pas explicite, mais les analystes comprirent immédiatement qu'il s'agissait d'un soutien masqué à Ouagadougou. Le lendemain, un avion cargo sud-africain livrait discrètement plusieurs tonnes de carburant raffiné au Burkina Faso, officiellement sous don humanitaire bilatéral. Ce fut un choc dans les capitales occidentales. Comment Pretoria osait-elle défier ainsi l'ordre établi? Rapidement, des pressions diplomatiques s'exercèrent sur Ramaphosa. Les États-Unis envoyèrent une délégation. L'Union européenne menaça de revoir ses accords commerciaux. Mais le président sud-africain resta de marbre. Il avait trop vu. Trop cédé. Cette fois, il tenait bon. Pendant ce temps, le projet Ubuntu avançait. Sous la supervision de Sibusiso et des stratèges burkinabés, un réseau parallèle de communication était en train de naître.
Une sorte d'Internet indépendant, basé sur des serveurs mobiles cryptés, capables de contourner les systèmes de surveillance occidentaux. Des ingénieurs sud-africains travaillaient jour et nuit à Ouagadougou pour en assurer la sécurité. Traoré voulait une plateforme d'information souveraine, capable de contrer la propagande extérieure, de diffuser la parole des résistants panafricains, et de connecter les peuples sans l'intermédiaire des géants du numérique. Mais l'ennemi ne dormait pas. Une nuit, un sabotage eut lieu dans l'un des centres techniques où était testée la nouvelle technologie. Un incendie d'origine suspecte détruisit la moitié des équipements. Les soupçons se portèrent immédiatement sur une ONG étrangère basée non loin de là. L'enquête interne révéla que plusieurs employés avaient été recrutés par les services de renseignement français. C'en était trop. Traoré convoqua une réunion de crise avec Sibusiso et ses plus proches collaborateurs. La décision fut prise, expulsion immédiate de cette ONG et fermeture temporaire de plusieurs ambassades suspectes. La France fut la première visée. Les relations diplomatiques devinrent glaciales. Mais tout cela eut un effet inattendu. Le peuple burkinabé, loin de paniquer, se souda autour du capitaine. Les jeunes descendaient dans les rues pour dénoncer la manipulation médiatique. Les anciens, eux, murmuraient un nom qu'on n'avait plus entendu depuis longtemps, Sankara. Ramaphosa, informé heure par Mokona, décida d'accélérer les choses. Il envoya une nouvelle équipe à Ouagadougou, des experts en économie alternative, spécialisés dans le troc international, les monnaies locales et les échanges directs entre nations africaines. L'idée était simple, contourner le franc CFA et bâtir une économie résistante, entre pays africains volontaires. Ubuntu devenait peu à peu un véritable projet de rupture. Mais cela ne suffisait pas. Il fallait un symbole fort. Une image qui frappe l'imaginaire. Quelque chose qui dise au monde que l'Afrique changeait. Traoré et Ramaphosa décidèrent alors d'organiser un sommet discret. Pas un sommet officiel, non. Un sommet des nations résistantes. Les présidents du Mali, du Niger, de la Guinée, de la Centrafrique furent invités. Tous répondirent présents. Ils se réuniraient à Ouagadougou, dans un lieu tenu secret, pour parler d'un avenir libéré. Ce sommet serait filmé par les caméras de la télévision publique burkinabé, mais ne serait diffusé que plus tard, en une seule fois, sur les canaux de la nouvelle plateforme Ubuntu Media. L'objectif, frapper un grand coup. Mais dans l'ombre, les services secrets français et américains s'activaient. Ils avaient intercepté des bribes d'informations sur cette rencontre clandestine. Une cellule spéciale fut activée à Abidjan. Son objectif, saboter le sommet. Pas en attaquant directement, mais en créant un incident, en infiltrant les lieux, en déclenchant une crise qui obligerait les présidents à fuir, à douter, à abandonner. Sauf que cette fois, Traoré était prêt. Il savait que l'heure de vérité approchait. Et il avait juré que l'Afrique ne plierait plus. Le jour du sommet arriva, dissimulé sous le voile d'un événement fictif, une conférence sur l'agriculture durable. Officiellement, Ouagadougou accueillait des techniciens agricoles venus de tout le continent. En réalité, les véhicules banalisés, les escortes discrètes et les mesures de sécurité renforcées indiquaient autre chose. Dans un complexe retiré, non répertorié sur les cartes officielles, Traoré reçut ses homologues venus en toute discrétion. Goïta du Mali, Tiani du Niger, Doumbouya de Guinée, Touadéra de Centrafrique. Tous avaient compris qu'il ne s'agissait plus seulement de résister, mais d'écrire une nouvelle page de l'histoire. Dans une salle tapissée de drapeaux africains et de cartes décolonisées, les voix se levèrent, franches, sans diplomatie feinte. Traoré, dans son uniforme sobre, ouvrit la réunion. Nous sommes les héritiers d'un combat inachevé. Nous avons tous été menacés, diffamés, isolés. Mais aujourd'hui, unis, nous avons une chance. Une vraie chance. Ramaphosa n'était pas physiquement présent. Mais son conseiller de l'ombre, Sibusiso, avait fait le voyage avec un message vidéo du président sud-africain. Sur l'écran, Ramaphosa déclara, calme mais ferme, ce que vous faites ici dépasse vos frontières. Vous posez la première pierre d'un monde nouveau. Et l'Afrique du Sud est avec vous, dans l'ombre comme à la lumière. L'effet fut immédiat. Les chefs d'État se regardèrent. Ils comprirent que cette fois, ce n'était pas un simple pacte verbal. C'était une coalition. Une déclaration silencieuse d'indépendance africaine. Un pacte contre l'ingérence. Pendant ce temps, à Paris et Washington, les renseignements s'agitaient. Les données récoltées par des drones espions et des écoutes satellites confirmaient une anomalie à Ouagadougou.
Un rassemblement de hauts dirigeants africains, sans conférence officielle, sans médias occidentaux accrédités? Cela sentait le scandale, voire la rébellion. Une réunion d'État considérée comme insoumise par les grandes puissances? C'était inacceptable. L'ordre fut donné, perturber la réunion, coûte que coûte. La cellule installée à Abidjan, menée par un ancien de la DGSE, monta une opération éclair. L'idée, faire exploser une bombe artisanale près du lieu du sommet, créer la panique, accuser un groupe terroriste et forcer les dirigeants à évacuer. Une équipe de 3 agents avait déjà infiltré Ouagadougou sous couverture humanitaire. Ils étaient armés, connectés et prêts à agir. Le plan était minutieusement chronométré. Mais ce qu'ils ignoraient, c'est que Traoré avait anticipé. Depuis le sabotage du laboratoire du projet Ubuntu, il avait renforcé ses services de renseignement. Une cellule spéciale, dirigée par le capitaine Zoundi, suivait à la trace les mouvements suspects dans la capitale. Et cette fois, ils avaient intercepté un message codé, transmis depuis un hôtel de luxe proche de l'aéroport. Grâce à un programme de décryptage sud-africain, ils parvinrent à comprendre le plan quelques heures avant son exécution. Traoré convoqua immédiatement ses hommes. Pas question d'interrompre le sommet. Pas question de céder à la peur. Il ordonna une opération silencieuse, neutraliser les agents sans bruit, sans alerter la presse. Dans la nuit, l'équipe de Zoundi passa à l'action. En 1 heure, les 3 espions furent capturés, drogués et exfiltrés vers une base militaire secrète. Là, un interrogatoire démarra. Et ce qu'ils apprirent glaça Traoré. Ce sommet n'était que le début d'un plan plus vaste. Une campagne de déstabilisation était prévue dans plusieurs pays de l'Alliance. Cyberattaques, manipulation médiatique, assassinats déguisés. Tout cela avait pour but de briser la montée en puissance de ce bloc africain naissant. Et surtout, d'empêcher la naissance d'une nouvelle monnaie continentale, que les chefs d'État comptaient annoncer 6 mois plus tard. La colère monta chez Traoré. Il savait à quoi il avait affaire. Il savait que ce combat serait long. Mais cette fois, il n'était plus seul. Au petit matin, les dirigeants africains sortirent du complexe et firent une déclaration conjointe, diffusée uniquement sur Ubuntu Media. Pas un mot n'était adressé aux puissances occidentales. Tout était tourné vers les peuples africains. Traoré déclara « Nous ne demandons rien. Nous prenons ce qui est à nous par droit, par mémoire et par dignité. » Le message fut diffusé en boucle sur les réseaux alternatifs. Il fut repris dans les rues de Bamako, de Conakry, de Niamey. Les jeunes taguaient sur les murs « Ubuntu ou rien ». À Pretoria, Ramaphosa, dans son bureau, sourit. Il savait qu'une graine avait été plantée. Quelques jours plus tard, les 7 pays annoncèrent la création de l'Alliance Ubuntu, une organisation indépendante, panafricaine, sans lien avec les institutions occidentales. Son objectif, renforcer la coopération militaire, économique et culturelle entre les États libres du continent. Une riposte aux alliances imposées. Une renaissance sous un autre nom. Mais déjà, dans les capitales européennes, les réunions de crise s'enchaînaient. Des mots revenaient avec insistance. Sanctions, restrictions, infiltration. L'Occident n'allait pas rester spectateur. Pourtant, une chose avait changé, le rapport de force. Traoré et Ramaphosa avaient lancé un mouvement qui dépassait leur nation. Ils avaient montré que l'union n'était plus un rêve. Elle était une stratégie. Un bouclier. Et peut-être, pour la première fois depuis les indépendances, un début de libération réelle. Dans l'ombre, l'Afrique se levait. Et cette fois, elle ne redescendrait pas.